La salle du Conseil galactique était une structure colossale flottant dans l'espace autour du monde neutre de Nexus Prime. À l'intérieur, des représentants de 47 espèces différentes étaient réunis dans une salle circulaire s'étendant sur près d'1 kilomètre de diamètre. Le plafond laissait entrevoir les étoiles, et le sol, fait d'un matériau transparent, révélait la planète en dessous. L'événement visait à rappeler à chacun qu'il n'était qu'une infime partie d'un tout plus vaste. L'ambassadeur Jakara de Vinagmani se tenait sur l'estrade centrale. Son espèce ressemblait à un grand reptile musclé aux écailles rouges foncées et aux yeux jaunes vifs. Sa colère était palpable, et cela se voyait dans toute la salle. Sa queue s'agitait frénétiquement tandis qu'il parlait, signe d'agressivité de la part de son peuple. Pour la 3e fois cette année, annonça Jakara, sa voix résonnant dans la pièce. Nous portons plainte contre la délégation. Humains. Ils ont établi des bases militaires dans la spirale extérieure, sans l'approbation ni décision appropriée du Conseil. Ils ont étendu leur flotte au-delà des limites convenues dans le traité sur les nouveaux commencements. Ils ont refusé de nous laisser inspecter leurs installations. Les autres délégués écoutaient avec un intérêt variable. Certaines espèces nourrissaient des griefs contre l'humanité. D'autres, amicales envers les humains, pensaient que Jakara exagérait. Quelques-unes, tout simplement, se désintéressaient des conflits qui agitaient donc les confins de la galaxie. Le grand arbitre Malte était assis sur l'estrade qui dominait toute la pièce. Il était étagé, même pour un membre de son espèce réputé pour sa longévité. Son corps ressemblait à un gros scarabée à la carapace sombre qui luisait sous les projecteurs. Ses yeux composés lui permettaient de voir dans plusieurs directions à la fois, et presque rien ne lui échappait. La délégation humaine va maintenant répondre à ces accusations, déclara Multek. Sa voix était calme et posée, comme toujours. Tous les regards se tournèrent vers la partie de la salle réservée aux humains. Les délégués humains étaient assis à leur place, vêtus de simples uniformes gris au lieu de leur tenue diplomatique habituelle. C'était inhabituel. Les humains s'habillaient généralement élégamment pour les réunions du Conseil. Ils aiment faire bonne impression. L'ambassadrice Sarah Chen se leva. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux noirs courts commençant à grisonner. Sans laisser transparaître la moindre émotion, elle s'avança vers l'estrade. Ancienne militaire devenue diplomate, elle adoptait la posture d'un soldat. Le silence se fit dans la salle. Tous attendaient sa réponse. Les humains étaient réputés pour leurs longs discours. Ils aimaient argumenter et se défendre. Certaines espèces y trouvaient du plaisir, d'autres un ennui, mortel. La puce était au format galactique standard, de ceux que n'importe qui pouvait lire avec des technologies de base. Puis elle se retourna et regagna sa place. Elle s'assit et croisa les mains sur ses genoux. Elle ne dit rien. Le silence dura plusieurs secondes, puis la pièce explosa. « Qu'est-ce que tout cela signifie » demanda Jakara. « Est-ce une sorte de plaisanterie humaine ?» Mult leva un membre, comme pour réclamer le calme. « Ambassadeur Shen, vous êtes tenu de répondre aux accusations. C'est la loi du Conseil. » Sarah Chen ne se leva pas. Elle ne dit rien. Elle resta assise, le regard fixe. Un des autres délégués humains, un jeune homme à l'air nerveux, semblait vouloir dire quelque chose. Sarah posa la main sur son bras pour l'arrêter. Le message était clair. Personne de la Terre ne prendrait la parole aujourd'hui. L'antenne Multect se redressa brusquement. En des siècles de service, elle n'avait jamais rien vu de tel. « Très bien, » dit-elle lentement. « Nous allons examiner la puce de données fournie par la délégation humaine. » Un assistant technique récupéra la puce et l'inséra dans l'écran principal du système. Des écrans holographiques apparurent au-dessus de l'estrade, visibles de tous. Le fichier condition était volumineux. Il contenait des enregistrements, des documents, des relevés de transactions et des journaux de communication couvrant 50 ans. Tout était étiqueté et organisé avec précision. Le premier document présentait un accord commercial entre l'humanité et le consortium Karati. Les conditions initiales étaient affichées sur une face.
De l'autre côté figuraient les conditions réellement appliquées par les Karatis, nettement moins favorables à l'humanité. Cette différence coûtait à la Terre des milliards de crédits chaque année. Le second document révélait des échanges diplomatiques entre le 20 d'hégémonie et l'humanité. Les 20 avaient promis une coopération militaire lors d'un conflit frontalier. Le dossier révélait ensuite qu'ils soutenaient secrètement les adversaires de l'humanité, tout en entretenant des relations amicales avec la Terre. Le troisième document détaillait un vote du Conseil d'Atandil 20 ans auparavant. Plusieurs espèces avaient publiquement voté en faveur des intérêts humains. Le dossier révélait qu'ils avaient été soudoyés par des ennemis de l'humanité pour voter dans ce sens, et ainsi de suite. Chaque affront, chaque promesse non tenue, chaque manipulation, chaque trahison, tout était consigné avec une précision absolue. Aucune accusation écrite par des humains, aucune parole de colère, seulement des données brutes et factuelles. Un silence pesant s'installa dans la salle tandis que les délégués examinaient les informations. Les agissements de nombreuses espèces furent exposés au grand jour. Certains semblaient gênés, d'autres furieux d'être ainsi dévoilés. Quelques-uns s'inquiétaient et conséquences. Les yeux jaunes de Jakara se plissèrent tandis qu'il lisait les documents concernant son peuple. Sa queue s'était immobilisée. « Cela ne prouve rien, dit-il, mais sa voix avait perdu son assurance. Toute relation diplomatique connaît des désaccords. Maltek étudia attentivement les données. Ses yeux composés balayèrent Tiang simultanément plusieurs écrans. « C'est assez complet, dit-il. Ambassadeur Chen, vous avez certainement... » Des commentaires doivent être formulés sur ce document. Sarah Chen garda le silence. Elle ne lança même pas un regard à Moltek. Son visage demeura impassible. « C'est une insulte au Conseil !» s'écria un autre délégué. Il s'agissait de l'ambassadeur Corval de l'unité Péléon, une créature aviaire au plumage bleu vif. Son espèce était connue pour plusieurs incidents peu flatteurs dans les bases de données humaines. Il nous accuse sans avoir le courage de parler. Il n'accuse personne, déclara l'ambassadeur Tara du collectif Zendari. Son espèce était petite et grise, avec de grands yeux noirs. Les Zendari étaient connus pour leur neutralité dans la plupart des conflits. Ils se contentaient de fournir des informations. Voyez-vous, aucune revendication, aucune demande de justice, juste des données. Alors, que veulent-ils ? Demanda Corval. Tara observa la délégation humaine silencieuse. C'est ce qui m'inquiète. Mult prit une décision. Le Conseil lève la séance pour aujourd'hui. Tous les membres sont priés d'examiner attentivement ces informations. Nous nous réunirons à nouveau dans 7 jours pour discuter des accusations portées contre l'humanité et des réponses apportées. Les délégués commencèrent à quitter la salle. Nombre d'entre eux tentèrent d'approcher la délégation humaine. Les humains se levèrent ensemble, se regroupèrent et sortirent par leur sortie privée. Ils ne parlèrent à personne. Ils ne répondirent à aucune question. Ils partirent simplement. Au cours des jours suivants, d'autres espèces tentèrent de contacter l'humanité par divers moyens. Elles envoyèrent des messages diplomatiques. Ils tentèrent d'organiser des rencontres privées. Ils eurent recours à des partenaires commerciaux comme intermédiaires. Ils essayèrent même d'établir un contact social avec des civils humains sur différentes planètes. Chaque tentative reçut la même réponse. Un court message automatique disant « L'humanité observe actuellement une période de réflexion. Nous vous remercions de votre patience. » Rien de plus, aucune explication, aucun calendrier, aucune indication quant à la date à laquelle il reprendrait la parole. Les chaînes d'information galactiques ne parlaient que de ça. Que faisaient les humains? Pourquoi gardaient-ils le silence? Était-ce une tactique de négociation? Se préparait-il à quitter le Conseil? Quelque chose clochait-il sur Terre? Personne ne le savait, et l'humanité ne disait rien. Dans l'ombre des questions, quelque chose d'autre commençait à se produire. Les espèces ayant eu des relations avec l'humanité commencèrent discrètement à examiner leurs propres archives. Elles vérifièrent leurs traités, leurs accords et leurs actions passées, les réexaminant d'un œil neuf. Certaines de leurs découvertes les troublèrent sur Terre
au cœur du centre de commandement stratégique niché dans les Alpes suisses, Sarah Chen se tenait devant une salle remplie de chefs militaires et de responsables politiques. Ils suivaient sur des écrans les réactions de la galaxie entière. « Ils sont désorientés », dit l'un des généraux. « Une bonne confusion n'est que le début », répondit Sarah. « Maintenant, nous attendons. »« Et si l'attaque a lieu ?» demanda un autre officier. L'expression de Sarah Chen resta impassible. « Alors ils comprendront pourquoi nous avons cessé de parler. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. À l'extérieur du centre de commandement, le reste de l'humanité vaquait à ses occupations quotidiennes. Ils travaillaient, ils apprenaient, ils aimaient, ils vivaient. Mais ils ne communiquaient pas avec la galaxie. Et dans ce silence, la galaxie commença à ressentir quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé envers l'humanité auparavant. La peur. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le début du silence de l'humanité, et la galaxie commença à ressentir quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé envers l'humanité auparavant. La peur. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le début du silence de l'humanité, et la galaxie commençait à ressentir quelque chose d'inédit. La peur. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le début du silence humain, et la galaxie commençait à se fissurer. Le général Kraus se tenait sur le pont du vaisseau amiral de Vin, l'Aube pourpre. Il était plus imposant que la plupart des siens, avec des écailles plus sombres et des cicatrices de nombreux combats. Il ne jurait que par la force. La diplomatie, disait-il, n'était qu'un synonyme de faiblesse. Ils fuient car ils sont incapables de se battre, annonça-t-il à ses officiers. L'équipage du pont l'écoutait attentivement. Kravos bénéficiait du soutien de nombreux membres de l'armée des Vins, même si son approche agressive ne faisait pas l'unanimité. Les humains révèlent leur vraie nature, ce sont des lâches qui se cachent derrière des fichiers. Son officier tactique était moins catégorique. « Général, peut-être devrions-nous attendre la décision du Conseil. Le haut commandement n'a pas autorisé d'action militaire. La queue de la cause s'est écrasée au sol. Le haut commandement est trop lent. Pendant qu'ils débattent, les humains renforcent leur position. Nous devons agir maintenant, tant qu'ils sont faibles, a-t-il donné l'ordre. La flotte vineuse s'est dirigée vers le territoire humain, dans la spirale extérieure. 3 stations minières exploitées par des corporations humaines se dressaient sur leur chemin. Malgré leur taille modeste, ces stations étaient mises précieuses pour l'extraction de minéraux rares dans les champs d'astéroïdes. Ils s'attendaient à une résistance. Ils se préparèrent au combat, mais à l'approche de leurs vaisseaux, les vaisseaux humains s'enfuirent sans tirer un seul coup de feu. Ils embarquèrent leurs hommes sur des vaisseaux de transport et partirent. « Voyez-vous, dit Krau triomphalement, ils ont abandonné leur propre station plutôt que de combattre. Les 20 hommes occupèrent toutes les 3 stations sans le moindre affrontement. C'était comme une grande victoire. » Krau diffusa des messages à travers toute l'hégémonie, affirmant avoir prouvé la faiblesse humaine. Mais lorsque ces ingénieurs ont examiné les stations, ils ont fait une découverte étrange. Tout avait disparu. Pas seulement les personnes et leurs biens, absolument tout. Le matériel minier avait été enlevé. Les systèmes informatiques avaient disparu. Les générateurs électriques avaient été démantelés et emportés. Même les éléments structurels de la base avaient été dépouillés. Il ne restait que des coques métalliques vides flottant dans l'espace. Les stations étaient désormais inutiles. « Comment a-t-il fait si vite ?» demanda un ingénieur. Il aurait fallu des semaines pour démanteler une station aussi complètement. Personne n'avait la réponse. Les humains avaient réussi, on ne sait comment, à emporter tout ce qui avait de la valeur en moins de 2 jours. Les 20 finirent dans des bâtiments vides perdus dans l'espace. Pendant ce temps, à travers la galaxie, le consortium commercial Karati était confronté à un autre problème. Les Karati étaient des êtres insectoïdes qui avaient bâti leur civilisation sur le commerce. Ils commerçaient avec presque toutes les espèces de la galaxie. Leur économie était vaste et complexe, connectée à des milliers de mondes. Le président Velkis
découvrit le problème en examinant les rapports trimestriels. « Où sont passés les contrats humains ?» demanda-t-il à ses assistants. « Ils ont été annulés », répondit le président. Bella sentit un frisson la parcourir. Combien d'accords commerciaux majeurs? Les humains les avaient tous annulés la semaine précédente. Ils invoquèrent les clauses de résiliation standard. Tout avait été fait légalement. Le président reconstitua les faits. Les humains avaient été prudents. Aucune loi ne les contraignait. Ils avaient simplement choisi d'interrompre le commerce. Mais l'effet fut dévastateur. La technologie médicale humaine était considérée comme la meilleure de la galaxie. Les ordinateurs humains étaient plus rapides et plus fiables que la plupart des alternatives. Les produits agricoles humains nourrissaient des milliards d'êtres humains, vivant sur des planètes aux climats extrêmes. Les divertissements humains étaient extrêmement populaires parmi de nombreuses espèces. Tout cela devint soudainement inaccessible. En quelques jours, les prix commencèrent à grimper. Les entreprises dépendantes des biens humains s'empressèrent de trouver des alternatives. Les bourses de Karathi affichèrent des valeurs en baisse dans de nombreux secteurs. L'économie du consortium, si soigneusement équilibrée, commençait à se fragiliser. Velkas tenta de contacter la Terre. Il proposa de meilleures conditions, suggéra de nouveaux accords et présenta même ses excuses pour les malentendus passés, sans les préciser. La réponse fut la même. Un message automatique. L'humanité observe actuellement une période de réflexion. Sur la planète Kelsor 4, une station de recherche a lancé un signal de détresse. Des pirates l'avaient attaqué, espérant dérober des matériaux précieux. La station était indépendante, n'appartenant à aucune espèce particulière. Elle ne bénéficiait d'aucune protection militaire. Le responsable de la station a lancé des appels de détresse à toute personne susceptible de lui venir en aide. La patrouille Karathi la plus proche se trouvait à 6 heures de marche. Le vaisseau le plus proche, le vaisseau numéro 20, était encore plus éloigné. La station disposait d'environ 1 heure avant que les pirates ne parviennent à percer ses boucliers. Un vaisseau humain est apparu 30 minutes plus tard. Il s'agissait d'un vaisseau de classe Frigo, plus petit qu'un croiseur militaire, mais lourdement armé. Il portait les marques de la flotte de défense terrestre. Il n'envoya aucune communication à la station. Il attaqua simplement les pirates. Le combat fut bref et brutal. Le vaisseau humain se déplaçait avec une précision qui semblait impossible. Il détruisit 3 vaisseaux pirates en moins de 5 minutes. Les pirates survivants tentèrent de s'échapper. Le vaisseau humain les laissa partir. Il a ensuite secouru le personnel de la station de recherche et l'a mis en sécurité sur une planète voisine habitée. Les humains ont prodigué des soins médicaux aux pirates. Blessés, ils leur ont offert des provisions et un abri temporaire, puis ils sont repartis. Ils n'ont rien demandé en retour. Ils n'ont pas répondu aux questions concernant leur présence dans cette région de l'espace. Ils n'ont donné aucune explication quant à leur provenance ou leur destination. L'intégralité du sauvetage a été enregistrée par les capteurs de la station. Plusieurs espèces ont analysé les enregistrements. Les armes utilisées par le vaisseau humain ne correspondaient à aucune technologie humaine connue et répertoriée dans les archives. La vitesse et la manœuvrabilité du vaisseau dépassaient leur capacité connue. La précision de leur ciblage suggérait une intelligence artificielle avancée, bien supérieure à tout ce que les humains avaient démontré jusqu'alors. Quand avait-il développé cette technologie? Depuis combien de temps la possédait-il? Cachait-il autre chose? L'ambassadrice du collectif Zendari, Tara, convoqua une réunion d'urgence avec ses conseillers en renseignement. Son espèce était spécialisée dans la collecte d'informations. Ils avaient des contacts dans toute la galaxie. « Parlez-moi du développement militaire humain », dit-elle. Son principal conseiller, un jeune Zendari nommé Renko, présenta des rapports holographiques. Ils achetaient des matières premières depuis 5 ans, de grandes quantités de titane, de platine et de terres rares. À l'époque, nous pensions que c'était pour des infrastructures civiles. Et maintenant, nous pensons qu'ils construisaient des vaisseaux. Beaucoup. Les grands yeux de Tara clignèrent lentement. Beaucoup? C'est quoi? Beaucoup? Ce n'est pas possible.
Notre surveillance de l'espace humain est limitée. Ils ont toujours été très discrets sur leur armée. Mais d'après les données d'achat de matériel et de consommation d'énergie, peut-être des milliers de vaisseaux. Tara était vraiment inquiète. Où les garde-t-il? C'est la question que tout le monde se pose. D'autres espèces se la posaient également. Les services de renseignement de toute la galaxie commencèrent à s'intéresser à l'espace humain. Ils examinèrent d'anciennes données. Ils envoyèrent des vaisseaux d'observation surveiller les mondes humains. Ils ont tenté de localiser des chantiers navals et des bases militaires. Ce qu'ils ont découvert était inquiétant. Les humains avaient fait preuve d'une grande ingéniosité. Des chantiers navals étaient dissimulés dans les nuages auroraux de systèmes inhabités, utilisant la glace et la roche comme camouflage. Des installations de production étaient construites à l'intérieur de grands astéroïdes, qui semblaient naturels vus de l'extérieur. Des satellites d'apparence commerciale orbitaient autour des mondes habités, mais un examen plus approfondi laissait supposer qu'il s'agissait plutôt de plateformes d'armement. Tout avait été étiqueté projet civil, opération minière, station de recherche, réseau de communication. Mais à présent, tandis que les humains gardaient le silence et refusaient toute inspection, d'autres espèces commençaient à s'interroger sur la véritable nature de ces installations. 3 autres espèces ont discrètement retiré leur plainte contre l'humanité. Elles ont envoyé des messages privés à la Terre, proposant des discussions diplomatiques et des concessions ainsi que de meilleures conditions commerciales. La réponse automatique est restée inchangée. L'humanité observe actuellement une période de réflexion. Le consortium Karati, confronté à un effondrement économique, a dépêché une délégation secrète sur Terre. Ils arrivèrent à la station orbitale terrestre et demandèrent une réunion immédiate. Cette fois, on ne leur refusa pas l'accès. L'ambassadrice Chen les reçut dans une petite salle de conférence aménagée dans un avion. Elle s'assit en face de Velkas et de ses conseillers. Pendant 5 minutes, personne ne prit la parole. La délégation de Karati attendit, ne sachant que faire. Finalement, Chen prit la parole. « Vous avez quelque chose à dire ?» Velkas, désespéré, présenta une nouvelle proposition commerciale. Elle offrait à l'humanité des conditions bien meilleures qu'auparavant. Une partie des profits serait partagée équitablement. Certaines barrières commerciales seraient levées. Certains monopoles détenus par les Karatis seraient ouverts à la concurrence humaine. Shen écouta en silence. Lorsque Velkas eut terminé, elle se leva. « Nous examinerons votre proposition, dit-elle. Puis elle quitta la pièce. La délégation Karati attendit 2 heures avant d'être informée. La réunion était terminée. Ils retournèrent à leur vaisseau sans accord, sans promesse et sans comprendre ce que l'humanité désirait. De retour dans l'espace 20, le général Krao était de plus en plus frustré. Son occupation des stations minières ne lui avait apporté aucun avantage. Ses supérieurs au haut commandement remettaient en question ses actions. Certains réclamaient sa destitution. Il prit une décision qui allait tout changer. Il n'attendrait plus. Il ne débattrait pas en conseil. Il frapperait au cœur même du pouvoir humain. Il commença à préparer sa flotte pour une invasion des mondes centraux humains. Son officier tactique tenta de le prévenir. « Général, nous ignorons l'étendue de leurs capacités. Peut-être devrions-nous commencer par recueillir davantage d'informations. » « Des informations ?» lança Krao avec mépris. La galaxie s'est affaiblie, exigeant toujours plus d'informations avant d'agir. Je vais leur montrer comment les vignes gèrent les menaces. Il rassembla la plus grande force militaire que 28 Jugmani ait mobilisée depuis un siècle. 500 vaisseaux de guerre transportant des milliers de soldats. C'était une flotte extraterrestre. Les rapports de renseignement arrivèrent sur le bureau du grand arbitre Multek, en même temps qu'ils atteignirent une douzaine d'autres espèces à travers la galaxie. Leur contenu rendit l'antenne du vieil orbiteur complètement immobile. Malch avait servi le Conseil galactique pendant 300 ans. Il avait été témoin de guerres et de traités de paix. Il avait vu des espèces apparaître et disparaître. Il pensait que plus rien ne pouvait le surprendre. Il se trompait. Les rapports provenaient de plusieurs services de renseignement indépendants. Le collectif Zendere,
l'unité Péléon. Même des clans marchands, d'ordinaire isolés, avaient fourni des données. Tous avaient observé l'humanité, cherchant à comprendre ce silence. Ce qu'ils ont découvert était inattendu. Pendant 5 ans, tandis que l'humanité siégeait en conseil, négociait des traités et concluait des accords commerciaux, elle avait bâti, et non seulement bâti, mais transformé l'intégralité de son infrastructure militaire. Le premier rapport présentait des images satellites de l'espace habité. Chaque colonie importante, chaque monde industriel, chaque site stratégique avait été fortifié. Les plateformes de défense classées comme satellites de communication étaient en réalité des systèmes d'armement. Les opérations minières dans des champs d'astéroïdes lointains étaient en fait des chantiers navals. Les stations de recherche spatiale étaient en réalité des bases militaires avancées. Le second rapport était plus inquiétant encore. Il analysait les vaisseaux humains détruits. Il avait récemment aperçu le réfrigérateur qui avait sauvé la station de recherche, ainsi que les vaisseaux qui s'étaient retirés des stations minières occupées par les Vins. Les vaisseaux qui s'étaient retirés des stations minières occupées par les Vins. Leur comparaison avec les archives tessiennes anciennes des vaisseaux militaires humains a révélé une chose choquante. Ils étaient totalement différents. La conception de la coque était inédite. La signature des armes ne correspondait pas à celle des armes humaines précédentes. La production d'énergie était bien supérieure. La vitesse et la maniabilité dépassaient tout ce que l'humanité avait jamais démontré. Il ne s'agissait pas d'améliorer d'anciens vaisseaux, mais de classes de vaisseaux entièrement nouvelles. Combien de ces nouveaux vaisseaux possédait-il ? Demanda Meult à son conseiller en renseignement. Ce dernier, un jeune multec du nom de Ralph Vin, parut mal à l'aise. Nous estimons leur nombre à entre 3000 et 8000 navires de combat, mais ce chiffre repose sur des données incomplètes. Le nombre réel pourrait être plus élevé. Mult ressentit une émotion rare, une réelle inquiétude. Et nous n'avons jamais assisté à leur construction. Ils les ont construits lentement, pendant plusieurs années, dans des endroits secrets disséminés sur leur territoire et dans des zones non revendiquées. Ils ont camouflé ces installations sous couvert d'opérations civiles. Lors de l'examen individuel des pièces, rien ne semblait anormal. Ce n'est qu'après avoir rassemblé toutes les données qu'une tendance s'est dégagée. Le troisième rapport était le plus technique. Il analysait la technologie désormais utilisée par l'humanité. Les conclusions étaient inquiétantes. Les armes humaines avaient considérablement progressé. Leurs boucliers étaient plus résistants. Leurs moteurs étaient plus rapides. Leurs ordinateurs étaient plus sophistiqués. Certaines technologies semblaient avoir au moins 10 ans d'avance sur tout ce que l'humanité avait démontré jusqu'alors. Ont-ils développé tout cela eux-mêmes ? Demanda Maltz. C'est ce qui m'inquiète, répondit Ralphin. Aucune recherche, aucune publication scientifique sur ces avancées, aucun test visible des nouveaux systèmes. C'est comme si cette technologie était apparue soudainement, réfléchissez bien, MTH. Ou alors, ils y travaillaient en secret depuis plus de 5 ans. Oui, ô juge, nous pensons que l'humanité se prépare à ce moment depuis au moins 2 décennies, peut-être plus. Le vieux juge eut un frisson. 20 ans signifieraient que les humains avaient commencé leur renforcement militaire secret peu après leur entrée au Conseil galactique. Tandis qu'ils souriaient, négociaient et acceptaient les traités défavorables qu'ils avaient préparés, un pan de l'histoire de la Terre leur revint en mémoire. Avant tout contact avec la galaxie, l'humanité avait frôlé l'autodestruction à plusieurs reprises. Armes nucléaires, guerre biologique, effondrement environnemental. Elle avait survécu à tout cela en tirant de dures leçons. L'une d'elles était de se préparer au pire. Maltz a découvert des documents historiques de la Terre. Il y a lu un texte que les humains appelaient la destruction mutuelle assurée. Il s'agissait d'une doctrine antérieure à la guerre. L'idée était simple, construire suffisamment d'armes pour que toute attaque ennemie entraîne la destruction totale des 2 camps, pour que le coût de la guerre soit si terrible que personne n'oserait la déclencher. Il découvrit un autre concept humain,
Une phrase prononcée par un ancien souverain terrestre, parlant à voix basse et portant un grand bâton. Les humains croyaient en la diplomatie, mais ils croyaient aussi avoir le pouvoir de se défendre si la diplomatie échouait. Ils avaient tenté la diplomatie avec la galaxie pendant 50 ans. Ils avaient été exploités, manipulés et traités comme des subalternes au sein de la communauté galactique. Ils avaient donc désormais constitué leur importante armée. La question était de savoir ce qu'ils comptaient maintenant faire. Sur Terre, au cœur des Alpes suisses, le centre de commandement stratégique surveillait les 2500 vaisseaux de guerre de la flotte qui pénétraient en territoire humain. Le général Crom le menaçait d'exécution. Il mettait sa menace à exécution. Envahir New Terra. Devons-nous évacuer la colonie? Demanda le général Martinez, commandant des forces armées terriennes. Sarah Chen consulta les écrans tactiques. 2 milliards de personnes vivaient sur New Terra. Les évacuer serait impossible et inutile. Non, dit-elle, passons à la troisième étape. Dans l'espace habité, des signaux silencieux ont retenti. Des vaisseaux dissimulés dans des champs d'astéroïdes ont refait surface. Des stations spatiales aux allures d'habitat civil ont révélé leurs ports d'armement. Le puissant engin que l'humanité a bâti a enfin été levé, mais pas pour frapper. Pas encore. À bord de PL et d'Unity, l'ambassadeur Corval a reçu un message. Le message est parvenu par des canaux sécurisés et cryptés à l'aide de codes réservés aux hauts responsables du renseignement. Il contenait une série de vidéos. La première montrait un chantier naval humain, non pas l'une des installations secrètes, mais un important site de construction en orbite autour de Mars. La date indiquait 20 ans auparavant. La vidéo montrait la construction d'un vaisseau gigantesque, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Elle était longue et élégante, avec des structures inhabituelles le long de sa coque. La deuxième vidéo datait d'il y a 15 ans. Elle montrait les essais d'un nouveau système d'armes spatiales. L'arme créait un champ d'énergie qui perturbait les systèmes électroniques sur un large rayon. L'essai a permis de neutraliser simultanément 20 drones cibles. La troisième vidéo datait d'il y a 10 ans. Elle a présenté un prototype de vaisseau doté d'un système de propulsion avancé. Le vaisseau atteignait des vitesses qui auraient dû être impossibles avec la technologie humaine connue. Il existait des dizaines d'autres vidéos, toutes classifiées, toutes secrètes, prouvant toutes que l'humanité travaillait sur des technologies militaires de pointe depuis des décennies. Le message contenait un texte simple. Nous avons gardé cette information secrète car nous espérions qu'elle ne serait jamais utilisée. Nous espérons toujours qu'elle n'était pas signée, mais Corval savait qu'elle provenait de la Terre. Les humains lançaient un avertissement, mais pas par les voies officielles. Ils montraient à certaines espèces de quoi ils étaient capables, non pas comme une menace, mais à titre d'information. Les mêmes messages furent envoyés à d'autres espèces. Pas à tous, seulement à ceux qui seraient susceptibles d'écouter, à ceux qui seraient raisonnables. Les 20 n'étaient pas sur cette liste. L'ambassadrice Tara du collectif Zindéré reçut sa copie des vidéos. Elle les visionna toutes attentivement. Puis elle fit quelque chose d'inhabituel pour son espèce prudente. Elle convoqua une réunion d'urgence avec les dirigeants de son gouvernement. « Nous devons changer immédiatement notre position sur l'humanité », leur dit-elle. « Ils ne sont pas faibles, ils ne l'ont jamais été. Ils ont fait preuve de patience. » « Quelle est la différence ?» demanda l'un des dirigeants. « Une espèce faible fabrique des armes lorsqu'elle se sent menacée. Une espèce patiente fabrique des armes bien avant que la menace n'apparaisse, puis attend de voir s'il convient de les utiliser. Le gouvernement Zandar a débattu pendant plusieurs heures, puis il a pris une décision. Il soutiendrait publiquement le droit de l'humanité à se défendre et appellerait les guerriers à la reddition. C'était une position risquée, mais Tara les avait convaincus que c'était la bonne. De retour au centre de commandement stratégique, Sarah Chen reçut des rapports concernant l'annonce des Andari. L'unité Pélion fit ensuite une déclaration similaire, puis 3 espèces plus petites apportèrent leur soutien. La galaxie choisit son camp, observa le général Martinez. Non, le corrigea Chen. Ils choisissent la survie. Ils comprennent enfin que nous ne leur demandons rien. Nous leur montrons simplement ce dont nous avons toujours été capables. À bord de son vaisseau amiral,
Le général Krao prit connaissance de l'information, mais la rejeta. « Des lâches, dit-il. Ils ont peur d'agir alors que je prends ce que les vins méritent. » Non. Sa flotte était un jour sur de nouvelles terres. Les capteurs indiquaient la présence de vaisseaux humains dans le système, mais en nombre inférieur aux prévisions. Krao sourit. « Les humains n'ont pas eu la force de l'arrêter. Préparez-vous au combat, ordonna-t-il. Demain, nous le prouverons. » La galaxie a démontré que Wines demeure la plus grande puissance militaire connue de l'espace. Son officier tactique examinait les relevés des capteurs avec une inquiétude croissante. « Général, quelque chose cloche. Les vaisseaux humains maintiennent leur position près de leur colonie. Ils ne bougent pas pour nous intercepter. »« Parce qu'ils ne peuvent pas nous arrêter, » répondit Kevo. « Ils tenteront de défendre la planète directement. » C'est une mauvaise stratégie. Mais l'officier tactique n'en était pas convaincu. D'après son expérience, les humains ne prenaient pas de mauvaises décisions stratégiques. Ils étaient calculateurs. Chacun de leurs actes avait une raison d'être. Si les humains ne se précipitaient pas pour attaquer, que faisaient-ils donc? La réponse viendrait le lendemain, lorsque la flotte 20 pénétrerait dans le nouveau système terroriste. Et lorsque cela se produirait, chaque espèce de la galaxie apprendrait ce que l'humanité avait secrètement construit. Non pas des armes de destruction, mais quelque chose de bien plus terrifiant. La flotte 20 émergea d'un voyage supraluminique jusqu'aux confins du nouveau système de terrasse. 500 vaisseaux de guerre apparurent dans l'espace, tel un essaim de prédateurs sur le pont du vaisseau amiral. Le général Krao ressentit la satisfaction d'un chasseur sur le point de fondre sur sa proie. « Déployez-vous en formation d'attaque, » ordonna-t-il. « À l'attaque !» Ils scrutèrent les défenses humaines. New Terra flottait dans l'espace devant eux, un monde bleu et vert semblable à la Terre. Des stations orbitales encerclaient sur la planète. Des villes parsemaient la surface. 2 milliards d'êtres humains vaquaient à leurs occupations quotidiennes sous terre, ignorant qu'une flotte immense venait d'arriver pour envahir leur planète. Ou peut-être le savaient-ils. Kos s'attendait à des messages de panique, des ordres d'évacuation et des préparatifs frénétiques. Au lieu de cela, la planète semblait calme. Les vaisseaux circulaient côte selon, un trafic normal. La station orbitale ne montrait aucun signe de protocole d'urgence. Les capteurs détectent des vaisseaux humains, a rapporté l'officier tactique. 8 croiseurs et un groupe de porte-avions en orbite. 12 petits patrouilleurs, Rick Ravos. 20 vaisseaux contre nos 500. Sont-ils devenus fous? Les vaisseaux patrouilleurs, Rick Ravos. 20 vaisseaux contre nos 500. Sont-ils devenus fous? Les vaisseaux humains maintinrent leur position. Ils ne tentèrent aucune interception. Ils ne formèrent pas de ligne de défense. Ils attendirent, tout simplement. Peut-être espèrent-ils que nous les épargnerons s'ils ne résistent pas, suggéra un officier de quart. Kos y réfléchit. C'était possible. Peut-être les humains avaient-ils enfin compris qu'ils ne pouvaient pas gagner. Peut-être que cette démonstration de force se terminerait sans combat. Ils pourraient occuper la zone, revendiquer la victoire et prouver ainsi la suprématie militaire de 20. Envoyez-leur un message, ordonna-t-il. Exigez leur restitution immédiate. Dites-leur que nous autoriserons l'évacuation pacifique de leurs civils s'ils obtempèrent. L'officier de transmission envoya le message. Ils attendirent une réponse. Elle ne venait pas de la flotte humaine, mais de la surface de la planète. Une unique transmission fut diffusée sur tous les canaux. « Bienvenue sur Nouvelle Terra », dit une voix humaine calme. « Veuillez maintenir votre position actuelle. Nous serons bientôt avec vous. » Puis la transmission s'interrompit. Kravos sentit sa queue frémir d'irritation. Quelle sorte de réponse était-ce là? « Nous serons bientôt à vous. » Il se déplaça rapidement, mais pas à la vitesse d'un combat. Il semblait détendu, presque nonchalant dans son approche. « Identification », demanda Krao. « Vaisseau humain, croiseur. La désignation ressemble à Quiet Resolution. Il est seul, un seul vaisseau. » Kravi n'en croyait pas ses yeux.
Les humains envoyaient un vaisseau contre toute sa flotte. C'était l'un ou l'autre, la chose la plus courageuse ou la plus stupide qu'il ait jamais vue. Le Kier Resolution se rapprocha, traversant la formation 20 sans la moindre hésitation. Il ne leva pas ses boucliers. Il n'activa pas ses armes. Il se contenta de voler vers le centre de la flotte. « Faisons-nous feu, général » demanda l'officier d'armement. Krau hésita. Quelque chose clochait. Pourquoi envoyer un vaisseau? Quel intérêt cela pouvait-il avoir? Était-ce une diversion? Des renforts humains arrivaient-ils d'une autre direction? Il vérifia les capteurs. Aucun autre vaisseau n'approchait. Le reste de la flotte humaine demeurait près de la planète. Seul ce vaisseau était en mouvement. « Arrêtez de tirer !» ordonna Krau. « Je veux voir leur réaction. » Le Kier Resolution atteignit le centre de la formation 20 et s'immobilisa. Il se positionna à égale distance du plus grand rassemblement de petits navires de guerre. Puis, il coupa ses moteurs. Il resta là, immobile, entouré de 500 navires ennemis. « Ils ont cessé de bouger !» rapporta l'officier tactique. « Ils ne commettent aucune action hostile. Leurs armes restent hors service. »« Que font-ils donc ?» demanda Kos. La réponse ne tarda pas. Tous les écrans système. Le pont de l'aube pourpre s'éteignit. Puis ils se rallumèrent, révélant une femme. D'âge mûr, elle portait un simple uniforme de capitaine. Son visage était calme, presque serein. « Je suis le capitaine Williams, symbole de détermination tranquille, » dit-elle. « Vous violez l'espace territorial humain. Vous n'avez qu'une seule chance de vous retirer pacifiquement. » Kravo s'approcha de l'écran. « Vous m'avez menacé avec un vaisseau. Vous êtes fou. »« Je ne vous menace pas, » répondit le capitaine Williams. « Je vous informe de vos options. Vous pouvez partir maintenant ou découvrir pourquoi l'humanité a cessé de communiquer avec la galaxie. » Koseri, ses officiers le rejoignirent. L'idée était absurde. Un vaisseau ne pouvait pas nuire à sa flotte. « Très bien, capitaine. Montrez-moi ce dont un vaisseau humain est capable. » Le capitaine Williams acquiesça lentement. « À vos ordres. » Elle fit un simple geste, appuyant sur une touche depuis son siège de commandement. La résolution silencieuse s'anima, mais pas comme Kravos l'avait imaginé. Le vaisseau ne tira aucun coup de feu. Il ne lança aucun missile. Il ne déploya même pas ses boucliers. Au lieu de cela, il se mit à briller. Une douce lumière bleue émanait de sa coque, s'intensifiant à chaque seconde. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Kravos. « Une sorte d'autodestruction. S'ils croient qu'une explosion peut nous blesser, ce sont des idiots. » Mais l'officier tactique regarda ses instruments avec une horreur grandissante. « Général, nos systèmes d'armes sont hors service. »« Quoi ? Toutes les armes de la flotte entière ?» Ils ne répondirent pas. C'était comme s'ils avaient été complètement neutralisés. Krauss se tourna vers son officier d'armement. « Réparez-les. Neutralisez les systèmes. J'essaie, général. Rien n'y fait. Les systèmes sont là, mais ils ne sont pas activés. C'est comme si quelque chose les empêchait de fonctionner. » D'autres rapports affluaient des vaisseaux de toute la flotte. Armes hors service, système de ciblage inopérant, tubes lance-missiles bloqués, armes à énergie refusant de s'allumer. Tous les systèmes offensifs de la flotte 20 étaient hors service et la détermination silencieuse flottait là, auréolée d'une douce lueur bleue. « Comment est-ce possible ?» murmura Kos. Sur l'écran, le capitaine Williams reprit la parole. « Vos armes ne sont pas endommagées. Nous les avons simplement rendues inopérantes tant que notre champ est actif. Lorsque nous le désactiverons, vos armes fonctionneront à nouveau normalement. Ceci est une démonstration. Une démonstration de quoi? De retenue. » Pendant 6 heures, une détermination silencieuse encercla la flotte 20 comme un prédateur autour d'une proie sans défense. Le champ bleu demeura actif. 500 des vaisseaux de guerre les plus puissants de la galaxie dérivèrent dans l'espace, incapables de s'échapper. Défendre, attaquer, ne rien faire d'autre qu'observer.
Kraut. Attend à tout. Il ordonna à ses vaisseaux de défendre le vaisseau humain, mais leurs moteurs ne répondirent pas avec une puissance suffisante. Il leur ordonna de fuir. La détermination silencieuse obéit, les maintenant sur place. Il envoya des messages frénétiques au haut commandement, mais celui-ci était trop éloigné pour lui venir en aide. Il était piégé. Toute sa flotte était prise au piège par un vaisseau. Les rapports furent instantanément diffusés dans toute la galaxie. Les agences de renseignement analysèrent les données. Les chefs militaires tentèrent de comprendre la technologie utilisée. La conclusion était terrifiante. Si l'humanité pouvait désactiver ses armes à volonté, toutes les armées de la galaxie seraient obsolètes. Chaque flotte, chaque plateforme de défense, chaque système d'armes, jamais construit, pourrait être rendu inutile par cette technologie. L'équilibre des forces n'avait pas changé. Il s'était effondré. À la 6e heure, sa résolution silencieuse s'estompa. Le champ bleu s'est estompé. Les systèmes de l'ensemble de la flotte, soit 20 unités, reprit vie. Les armes étaient opérationnelles. Les systèmes de ciblage répondaient. Tout fonctionnait à nouveau normalement. « Vous pouvez partir maintenant », dit le capitaine Williams, « ou vous pouvez tenter de nous attaquer. Le choix vous appartient, mais comprenez bien ceci. Nous vous avons accordé notre clémence. Nous ne le ferons plus. » Krau fixait l'écran. Son orgueil le poussait à ordonner une attaque. Son instinct de survie lui criait de fuir. Pour la première fois de sa carrière militaire, il ressentit une peur véritable. « Retraite », dit-il doucement. Le général interrogea son officier tactique, hésitant. « J'ai dit de vous retirer », rugit Kravi. « Sortez-nous de ce système immédiatement. » La flotte 20 fit demi-tour et commença à s'éloigner de New Terra. Ils n'utilisèrent pas immédiatement le mode de voyage supraluminique. Ils se déplaçaient lentement, avec précaution, comme s'ils craignaient qu'un mouvement brusque ne déclenche une nouvelle démonstration. Les vaisseaux humains proches de la planète ne les poursuivirent pas. Ils se contentèrent d'observer les 20 s'éloigner. Calme et résolu regagna son orbite. Sa mission était accomplie. De retour au centre de commandement stratégique sur Terre, le général Martinez se tourna vers Sarachen. La démonstration est terminée. La galaxie, voilà ce dont nous sommes capables. Chen acquiesça, puis vint le moment de reprendre la parole. Elle se leva et se dirigea vers le centre de communication. Le silence prit fin. L'humanité avait fait passer son message. Il était temps d'établir les nouvelles règles. Le grand arbitre. Multé reçut le message 3 heures plus tard. C'était une requête officielle de la délégation humaine. Il souhaitait s'adresser au Conseil galactique. Ils étaient maintes prêts à discuter. Après avoir lu le message, Multé resta longtemps assis dans ses appartements. Il pensa à la flotte 20, impuissante face à un vaisseau humain. Il repensa aux chantiers navals cachés et aux décennies de préparation secrète. Il songea à la facilité avec laquelle l'humanité aurait pu utiliser cette technologie pour conquérir le monde, mais elle ne l'avait pas fait. Elle s'était contentée d'en faire la démonstration, puis de laisser partir ses ennemis. Le vieil homme, orbiteur, comprit enfin. L'humanité ne voulait pas la guerre. Elle n'en avait jamais connu. Elle voulait le respect. Elle voulait être traitée comme une égale. Et elle avait accumulé le pouvoir nécessaire pour contraindre la galaxie à lui accorder ce respect. Mais elle était toujours prête à dialoguer. Multi répondit immédiatement. Le Conseil se réunirait dans 3 jours. La galaxie écouterait ce que l'humanité avait à dire. Cette fois, tous les regards seraient tournés vers elle. La salle du Conseil galactique était identique à celle d'il y a 3 semaines, mais l'atmosphère était radicalement différente. Chaque délégation était assise dans un silence pesant. Les bavardages et les conversations à voix basse habituelles qui précédaient les séances du Conseil avaient disparu. Tous attendaient. Le grand arbitre maltais observait la salle du haut de son estrade. En des siècles de service, il n'avait jamais vu le Conseil aussi silencieux. Même les espèces les plus arrogantes faisaient désormais preuve de prudence. La délégation 20 était assise, la tête baissée.
Le général Kravos était absent. Il avait été démis de ses fonctions par le haut commandement de la délégation 20 et exilé. L'ambassadrice Sarah Chen ouvrait la marche, vêtue de nouveau de sa tenue diplomatique officielle. Les uniformes gris sobres avaient disparu. Son équipe prit place avec la même efficacité professionnelle qu'à l'accoutumée. Mais quelque chose avait changé. L'attitude des autres délégués était différente. On y lisait désormais du respect et de la crainte. Shane s'avança vers le podium central. Elle resta là un moment, à observer. Devant les représentants réunis, sa voix résonna clairement dans la salle lorsqu'elle prit enfin la parole. « Il y a 3 semaines, nous avons cessé de parler », commença-t-elle. Nombre d'entre vous se sont demandé pourquoi. Certains pensaient que nous étions faibles. D'autres pensaient que nous nous préparions à la guerre. Tous avaient au tort. Nous avons cessé de parler parce que les mots avaient perdu leur sens. Elle s'arrêta, laissant sa déclaration résonner dans la pièce. Pendant 50 ans, l'humanité a fait partie de ce conseil. Pendant 50 ans, nous avons essayé de respecter les règles, d'honorer nos accords et d'agir en bons membres de la communauté galactique. Pendant 50 ans, nous avons été exploités, manipulés et traités comme des êtres inférieurs. L'ambassadeur Zakhara Duvin se remua mal à l'aise sur son siège. Plusieurs autres délégués baissèrent les yeux, évitant notre regard. Nous avons fourni des données prouvant des violations de traités, des promesses non tenues et une discrimination systématique. Nous ne l'avons pas fait pour accuser qui que ce soit. Nous l'avons fait pour vous montrer à qui nous avions affaire, à qui nous faisions confiance. La voix de Chen restait calme, mais une détermination farouche s'y cachait. Puis nous nous sommes tus. Nous voulions observer la réaction de la galaxie en l'absence de notre voix. Le constat n'est guère encourageant. Certains d'entre vous ont perçu notre silence comme une faiblesse. D'autres y ont vu une opportunité. D'autres encore l'ont compris comme un avertissement. Nous remercions ces derniers pour leur sagesse. Tara, ambassadrice du collectif Zendari, hocha légèrement la tête depuis sa place dans la salle. Nous venons d'un monde qui a failli s'autodétruire, poursuivit Shen. Avant de rejoindre la communauté galactique, la Terre a connu des guerres terribles. Nous avons créé des armes capables d'anéantir toute vie sur notre planète. Nous avons failli les utiliser. Nous en avons utilisé certaines, et nous vivons avec cette honte. Elle a fait lentement le tour de l'estrade tout en parlant, établissant un contact visuel avec chacun des délégués. Mais nous avons tiré les leçons de nos erreurs. Nous avons appris que les armes les plus dangereuses ne sont pas celles que nous utilisons, mais celles que nous n'avons pas, et dont nous n'avons jamais besoin de nous servir, car chacun sait que nous les possédons. Nous avons appris que parfois, le meilleur moyen de prévenir la guerre est de rendre son coup si terrible qu'il est inimaginable. Nous avons aussi appris autre chose. Nous avons appris que les êtres qui ont connu l'horreur de la guerre comprennent mieux la valeur de la paix que ceux qui n'y ont jamais été confrontés. Nous ne voulons pas la guerre contre la galaxie, nous ne l'avons jamais provoquée. Mais nous n'accepterons pas d'être traités comme des serviteurs ou des enfants. Shane s'arrêta et se tourna vers le centre de la pièce. Nous allons donc reprendre la parole, et voici ce que nous avons à dire. Elle sortit une tablette et en afficha le contenu sur les écrans holographiques de la pièce. Voici nos nouvelles conditions de participation au Conseil galactique. La première condition apparue. L'égalité de représentation. L'humanité disposera de tous les droits de vote, au même titre, que les autres espèces. Notre statut d'observateur prend fin. Mal Chakiesa, c'était raisonnable. Plusieurs espèces s'étaient déjà préparées à soutenir cette mesure. La seconde condition est apparue. Une zone de sécurité indépendante. Le territoire humain serait sous juridiction humaine. Des équipes d'inspection du Conseil seraient autorisées, mais elles se coordonneraient avec les autorités foncières et respecteraient notre souveraineté. Cette condition était plus controversée, mais compte tenu des récentes manifestations, personne ne s'y est opposé. Le troisième terme est apparu, le partage mutuel des technologies. Nous partagerons nos progrès avec le Conseil. En retour, nous attendons un accès égal aux technologies développées par les autres espèces.
Davantage d'accords favorables à certaines espèces et pas à d'autres. L'ambassadeur Velkas du consortium Karati semblait mal à l'aise. Son espèce détenait des monopoles technologiques depuis des décennies, mais il ne protesta pas. Le quatrième point est apparu. Les accords commerciaux seront renégociés à des conditions équitables. Les accords précédents, désavantageux pour l'humanité, sont annulés. Les nouveaux accords seront structurés comme des partenariats égaux. Cela nuirait économiquement à plusieurs espèces, mais là encore, personne ne s'y est opposé. Le cinquième et dernier point est apparu. Formation diplomatique obligatoire. Tous les membres du Conseil participeront au programme de gestion des conflits organisé par la Terre. Nous partagerons les leçons de notre histoire afin que d'autres puissent éviter nos erreurs. Ce dernier point a surpris nombre de personnes présentes. Les humains souhaitaient enseigner la diplomatie. Ils venaient de faire la démonstration de la technologie militaire, la plus terrifiante de l'histoire, et voulaient désormais se concentrer sur la prévention des conflits. Voici nos conditions, déclara Chen. Elles ne sont pas négociables. Vous pouvez les accepter ou l'humanité se retirera du Conseil et suivra sa propre voie parmi les étoiles. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Chacun avait compris le sens de ces paroles. Acceptez ces conditions, ou faites face à une galaxie où l'humanité agirait en toute indépendance, sans être liée par aucune loi du Conseil, sans répondre à aucune autorité galactique. Mult prit la parole depuis son estrade. Le Conseil va voter sur ces conditions. Une délégation souhaite-t-elle s'exprimer avant le vote? Un silence s'installa. Puis l'ambassadrice Tara se leva. Le collectif Zindari soutient les 5 conditions. L'humanité a prouvé qu'elle aspire à la paix, non à la conquête. Elle a fait preuve de retenue là où elle aurait pu se montrer destructrice. Nous devons les accueillir comme de véritables égaux. Une à une, les autres délégations se sont levées. L'unité du Péléon, les clans marchands, même le consortium. Karati, malgré ses préoccupations économiques, ont voté pour. En 10 minutes, 45 des 47 membres du Conseil ont voté oui. Seuls les vignerons ont hésité. L'ambassadeur Jakara observa sa délégation, puis la section humaine. Finalement, il se leva. Les 20 Igéomonies acceptent ces conditions. Nous reconnaissons avoir maltraité l'humanité. Nous espérons rétablir la confiance. C'était ce qui ressemblait le plus à des excuses que les fiers 20 pouvaient présenter. Shen acquiesça, comprenant. Alors, c'est unanime, déclara Malk. Les conditions sont acceptées. L'humanité se voit accorder un statut égal au sein du Conseil. Bienvenue dans la communauté galactique. Aucun applaudissement ne retentit. L'heure était trop grave pour faire la fête. Mais nous sentions que quelque chose changeait, que la galaxie entrait dans une nouvelle ère. Après la clôture de la séance officielle, Moltec demanda une entrevue privée avec l'ambassadeur Chen. Ils se retrouvèrent dans ses appartements, un lieu paisible empli d'objets témoins de sa longue carrière. « Je dois vous poser une question, » dit Malch. « L'arme que vous avez présentée à New Terra, l'appareil qui a neutralisé la flotte NDG-20, auriez-vous réellement employé une force plus agressive s'il ne s'était pas retiré ?» Chen fixa longuement le vieil arbitre. « Voilà une question à laquelle j'espère que vous ne trouverez jamais la réponse. Ceci n'est pas une réponse. » « Non, acquiesce Chen. Ce n'en est pas une, mais c'est la seule que je puisse vous donner. La vérité, arbitre suprême, c'est que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Nous avons forgé nos armes dans l'espoir de ne jamais les utiliser. Nous avons fait preuve de retenue, car nous voulions prouver que nous ne représentions pas une menace. Mais si nous étions contraints de nous défendre, de défendre notre peuple, nos mondes, « Elle marqua une pause. « Nous ferions ce qu'il faudrait, et nous sommes capables de commettre des atrocités. » Multena Wintik, vous dites que la galaxie doit rester dans l'incertitude quant à vos véritables capacités. Je dis que l'incertitude prévient les conflits mieux que toute certitude. Si chacun sait exactement ce que vous ferez et ne ferez pas, il peut s'organiser en conséquence. Dans le cas contraire,
il doit s'attendre au pire. Et ces suppositions engendrent la prudence. La prudence engendre l'hésitation. L'hésitation laisse place à la diplomatie. Vous avez fait de l'ambiguïté une arme, dit lentement Multec. L'histoire nous a appris que l'arme la plus redoutable est souvent celle qui ne tire jamais, car la crainte de ses conséquences empêche quiconque de vous contraindre à l'utiliser. L'arbitre suprême se rassit, son corps séculaire s'enfonçant dans le fauteuil. « Vous êtes une espèce dangereuse, » dit l'ambassadeur Chen. « Oui, » répondit-elle simplement. « Mais nous sommes une espèce dangereuse qui préfère la paix. C'est ce qui nous distingue. Nous connaissons le prix de la guerre, car nous l'avons payé. Nous avons enterré nos morts, reconstruit nos villes et vécu avec la honte de ce que nous nous sommes infligés. Nous ne voulons pas faire subir cela aux autres. » Elle se leva pour partir, puis se retourna. C'est pourquoi nous avons cessé de parler. À haut arbitre, non pas pour préparer la guerre, mais pour rappeler à la galaxie que notre participation au Conseil était un choix, non une obligation. Nous aurions pu partir à tout moment. Nous aurions pu nous isoler et laisser la galaxie régler ses propres problèmes. Mais nous avons choisi de rester, car nous croyons aux valeurs du Conseil. Nous avions simplement besoin d'être traités comme des membres à part entière de la société. 6 mois plus tard, la galaxie avait retrouvé un nouvel équilibre. Les routes commerciales ont été renégociées. Les accords de défense ont été restructurés. Le premier programme de formation diplomatique organisé à l'échelle de la Terre avait débuté avec des représentants de 20 espèces, apprenant les techniques de résolution des conflits humains. Le XXe siècle d'Ijegmani connut d'importants bouleversements politiques. L'échec de l'invasion du général Kravos avait discrédité l'armée agressive, faction. Désormais, le gouvernement était davantage contrôlé par des voies diplomatiques.